Pour tous, l'affaire Clearstream est une histoire obscure. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratignier, cette histoire en cache une autre. Celle des pouvoirs politiques, financiers et militaro-industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme, Imad Laoud. Ancien trader, il est recruté dans les services secrets par le général Rondeau, le plus haut responsable du renseignement français. Imad Laoud obtient, par l'intermédiaire de Jean-Louis Gergorin, une couverture chez EADS. Donc me voilà, clandestin à la DGSE, sous contrat de consultant avec EADS. Au général Rondeau comme à Jean-Louis Gergorin, Imad Laoud affirme pénétrer les systèmes informatiques de Clearstream. Il prétend en extraire des documents bancaires décrivant un réseau de corruption internationale. Un réseau dont l'épicentre est le gigantesque contrat des frégates de Taïwan. Et là, des morts, le capitaine Yin est assassiné, de la corruption, Thierry Imbaud a fait une chute mortelle. et à l'évidence des rétrocommissions. 2 collaborateurs de Thomson à Taïwan sont morts brutalement depuis 1 an. Et donc je vois ça, je me dis, mais oui, c'est vrai, vous savez, c'est comme dans Sherlock Holmes, mais oui, c'est évident. Si je dis à Jean-Louis Gergorin que c'est bidonné, oui, c'est fini. C'est mon mode de fonctionnement, c'est ce que je disais, où je fais confiance ou je fais pas confiance. Je lui faisais aveuglément confiance, ça paraît... C'est une aberration, j'ai eu totalement tort. C'est quelqu'un de très séduisant. Vous savez, je pense qu'on va la refaire. Le 1er janvier 2004, sur les quais de Seine, un homme marche en silence. C'est Jean-Louis Gergorin. Depuis des semaines, il a en tête tout ce qu'Imad Laoud lui raconte. Le supposé réseau de corruption qui mêle hommes politiques, industriels, mafieux, hommes du renseignement. Que faire d'un tel fardeau? Justement, sa promenade le conduit sous les fenêtres d'un lieu qu'il connaît bien, le Quai d'Orsay. Donc le 1er janvier 2004, j'ai eu l'idée de passer voir Dominique de Villepin. Je savais qu'il était à Paris, et donc s'il me dit s'il est à Paris, il est à son bureau. Donc, si vous voulez, moi je suis passé comme ça en me baladant, mais vraiment sans aucune idée, sans téléphoner, etc. J'ai tenté ma chance. Je suis arrivé au Quai d'Orsay. Moi, il se trouve qu'au Quai d'Orsay, j'ai été dans des fonctions de direction pendant 11 ans. Je suis rentré, je connais tout le monde. Le ministre était là, il était, je sais, en pull, vous savez comment on le connaît, décontracté, dans son bureau. Et donc on se parle, on se congratule, on parle de l'Irak, on parle de la relation avec les États-Unis, on parle de Jean-Luc Lagardère, du choc de sa disparition, etc. Donc on parle comme ça de choses et d'autres, et puis, comme je l'ai raconté, à un certain moment je ressens, et même encore maintenant je le ressens, c'est venu presque du ventre, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, une espèce d'angoisse. Parce que j'avais quand même cette préoccupation. Et puis je me suis lâché, je me suis lancé, je lui ai dit, écoute, il y a une histoire extraordinaire, je crois, je me souviens toujours que j'ai commencé comme ça, qui m'est arrivée avec notre ami Rondeau, parce qu'il connaissait très très bien Rondeau. Et je lui raconte, en gros, la genèse de l'affaire. Voilà. Et il m'écoute attentivement. J'explique qu'Imad Laoud a trouvé un réseau impliquant plus de 200 comptes. À l'époque, il y avait déjà plus de 60 noms, ils avaient encore augmenté. Vous avez cité les noms, les principaux noms? J'ai cité, bien sûr, je veux dire, j'ai cité, pas tous les noms, mais des noms. Politiques. Des politiques, des gens de Langue-Laguette, des industriels, bien sûr. Ouais. Puis il me répond qu'il est très intéressé, qu'il est
que ça correspond bien à ce qu'il a toujours su sur le blanchiment, sur les circuits financiers occultes. Est-ce que le 1er janvier, le nom de Sarkozy était arrivé dans la discussion, d'une façon ou d'une autre? Écoutez, moi, je n'ai pas de souvenir précis. J'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées sur cette rencontre du 1er janvier que les magistrats instructeurs m'ont posée. Je crois qu'il faut comprendre sa non-réponse par le fait qu'il voulait être totalement en harmonie avec ce qu'il a déjà déclaré lors de l'instruction aux uns et aux autres. Or, il n'a jamais été interrogé sur cette affaire, donc il n'a jamais rien dit, et donc il ne veut pas être en contradiction, manifestement, avec ses déclarations faites à la justice. Or, c'est effectivement le 1er janvier que le nom de Sarkozy est arrivé pour la première fois dans la discussion. Et, in fine, le Dominique de Villepin me dit « Écoute, fais-moi une petite note qui explique un peu qu'est-ce que c'est que ce système Clearstream. Et de deux choses l'une, où j'obtiens le feu vert de Jacques Chirac, ce que je souhaite, et je convoque début janvier une réunion avec Rondeau et toi, soit le président de la République considère que c'est à la défense de poursuivre seul son enquête, et je m'en mêle plus, et tu continues avec Rondeau. Et tu n'entendras pas parler de moi. Et on se quitte là-dessus. Donc je ne suis pas capable du tout d'écrire seul une note sur Clearstream. Et donc je décide d'informer Imad Laoud. Et c'est là que je fais certainement une faute par rapport à toutes les règles du renseignement. Je lui ai raconté totalement, intégralement mon entrevue avec Dominique de Villepin. C'est pas rien d'avoir à faire une note pour le président de la République. C'est ça qu'on a fait. Cette note, censée être transmise à Jacques Chirac pour instruction, signe très officiellement l'entrée du sommet du pouvoir exécutif dans l'affaire Clearstream. Dans sa première partie, la note décrit le fonctionnement de la chambre de compensation, tel que Denis Robert l'avait révélé dans ses livres quelques années plus tôt. Clearstream est une chambre de compensation qui sert à la fois de facteur qui transporte l'argent ou les valeurs mobilières quand ils changent de main, et également de notaire de ces opérations dont elle conserve soigneusement la trace pour ses clients en cas de contestation. Totalement opaque, pratiquant des méthodes très contestables, Clearstream a avoué en janvier et février 2001 2 erreurs comptables pour un montant total de 1,7 trillion d'euros, sans que personne ne s'en émeuve. Historiquement, la liste des clients est transparente. Elle est publiée dans un annuaire édité par Clearstream. Il s'agit de ce que l'on appelle compte publié. Au début des années 80, la direction a accepté de créer des comptes non publiés. La liste des comptes non publiés n'est accessible que par une procédure informatique connue seulement du président. Dans cette note, Jean-Louis Gergorin et Imad Laoud ne citent aucun nom, aucun numéro de compte. Il conclut ainsi. Bien que ces documents ne constituent pas des preuves au sens judiciaire, il s'agit de preuves absolues, dans la mesure où elles ont été extraites du serveur d'archives de la chambre de compensation. Néanmoins, leur divulgation serait catastrophique, car elle nous priverait d'un instrument de renseignement en temps réel d'une valeur considérable. Entre le moment où on avait rédigé cette note et la réunion, Imad Laoud m'avait, mais pour vous dire, ça m'avait très peu marqué, mentionné le fait que sa source à Bruxelles, sa source à Luxembourg, je veux dire chez Clearstream, avait entendu parler d'un compte couplé. Alors, compte couplé, c'était très précis dans l'esprit de Laoud, ça veut dire d'un ensemble formé d'un compte à Clearstream et d'un compte dans une banque, au nom de Boxa Sarkozy. C'était une information orale, qu'il n'était dans aucun listing qu'il avait vu, etc., mais que sa source avait dit qu'un tel compte existait. En évoquant l'existence d'un soi-disant compte au nom de Boxa Sarkozy, Laoud, l'ancien trader, prépare la phase la plus spectaculaire de son imposture. Ce nom-là va forcément éveiller la curiosité de Dominique de Villepin. Le 9 janvier 2004, Jean-Louis Gergorin est convoqué au Quai d'Orsay. Cette fois, il apporte avec lui des documents qui lui brûlent les doigts. Les documents que Laoud lui transmet depuis des mois.
Ces faux documents que Lahoud a toujours démenti avoir falsifiés et qui démontreraient l'existence d'un gigantesque réseau de corruption. Dans le bureau de Dominique de Villepin, un troisième homme est déjà là, le général Rondeau. Mais vous avez deux exposés qui s'entremêlent. Il y a un exposé métapolitique, en quelque sorte, de Dominique de Villepin, qui, à partir de cette opération, de cette affaire sur laquelle il a les instructions du président de la République, ce qu'il va dire dès le début de l'entretien. Et puis vous avez un exposé de Jean-Louis Gergorin qui essaye d'expliquer l'affaire, et qui tient sa liste à la main, et qui dit il y a tel ou tel réseau, on peut se poser des questions là-dessus, et qui est interrompu par Dominique de Villepin qui fait des grands dégagements planétaires, si vous voulez. Et puis Rondeau qui intervient, soit pour demander des précisions, soit pour revenir au sujet sur lequel lui a des compétences ou des commentaires, notamment concernant les personnels des services de renseignement. Voilà un peu ce que c'est que la réunion si vous voulez, du 9 janvier. Mais quelle que soit la réalité de ce qui s'est passé pendant cette réunion du 9 janvier, c'est au fond, il n'y a qu'un seul mot qui va faire que ça va devenir une affaire quelques mois plus tard, c'est le nom de Sarkozy. S'il n'y a pas Sarko, il n'y a plus d'affaire en réalité. Non, mais il est clair que ce qui est apparu dans la réunion du 9 janvier, c'est que Nicolas Sarkozy était la préoccupation politique principale et fondamentale de Dominique de Villepin. Qui, dans la réunion, prononce pour la première fois le nom de Sarkozy? Est-ce que c'est vous? Effectivement, cette réunion, celui qui a prononcé, ça j'en suis certain, le premier, le nom de Sarkozy, c'est évidemment Dominique de Villepin, mais dans un contexte politique. Moi, je me souviens, lors du procès, Villepin, sur cette question-là, disait, mais moi, finalement, pendant la réunion, je répondais au téléphone, je rentrais, je sortais, peut-être que ça a été évoqué. C'est pas crédible qu'on puisse, quand le nom de la personne qui l'obsède véritablement, arrive dans une discussion, de dire que c'est venu dans un contexte général, ça ne tient pas la route. Donc ce n'est pas possible de dire que ce n'était pas une chose importante. Elle est même au centre de cette réunion du 9 janvier. Ça me semble évident, ça ne peut pas être autrement. Cette obsession de Dominique de Villepin est corroborée par le compte-rendu que le général Rondeau rédige dans ses carnets secrets. Un compte couplé, point d'interrogation. N. Sarkozy. Stéphane Boxa. À préciser. Mais in fine, Dominique de Villepin a demandé au général Rondeau et à moi-même d'obtenir de Lahoud une sorte de reconstruction historique de l'ensemble de l'arbre des commissions depuis 10 ans en France. Il fallait trouver toutes les commissions, rétrocommissions, à qui ça a été, etc. L'appât lancé par Imad Lahoud a parfaitement fonctionné. Le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, le conseiller pour le renseignement du ministère de la Défense, Philippe Rondeau, et Jean-Louis Gergorin attendent qu'Imad Lahoud dresse le dossier d'accusation contre l'élite politique et industrielle française. Ils semblent agir au nom du président de la République. Dominique de Villepin l'a toujours démenti. Reste que, par son imposture, Lahoud s'est hissé au sommet des désirs les plus fous du pouvoir. C'est un système où Lahoud voit beaucoup Rondeau, me voit, je vois Villepin. Villepin et Rondeau ne se voient pas. C'est comme un billard, si vous voulez. Jean-Louis Gergorin en parle à Rondeau, Rondeau m'en parle. J'en reparle à Gergorin, je parle à Rondeau, Rondeau en parle à Gergorin et il m'en reparle. Et puis ensuite, il y avait un autre circuit, c'est Gergorin, Rondeau, Rondeau, Villepin, Villepin, Gergorin, etc. Et Villepin rencontre certainement le président de la République. Je ne sais pas du tout ce qui se passe entre Michel Alliot-Marie, le président de la République. C'est un système un peu compliqué. Ne reste plus maintenant qu'à nourrir les fantasmes de chacun, avec des preuves solides. En l'occurrence, des listings censés sortir tout droit d'un piratage des ordinateurs de la chambre de compensation Clearstream. À partir de fin janvier, on a eu l'information brute, c'est-à-dire des transactions avec leurs 34 paramètres, dont le numéro d'identification, la date, etc. Et c'est là qu'apparaissent les deux charmantes Laetitia Casta et Alizée. Enfin, on retrouve comme ça toutes sortes des personnages les plus divers,
Et il y a un comte qui n'est pas nommé. Alors c'est très très subtil. Il y a un comte qui apparaît, ça s'appelle BPB Or. Alors BPB pour Banque Populaire de Bergame, ça Lahoud l'explique, Or HOR. Et là, Lahoud, quand il donne ce compte qui apparaît dans les transactions, nous dit c'est un réseau différent. Et qui était M. Or, à qui était l'ayant droit de ce compte? Le short name, le nom raccourci du compte BPB Or était Hortbry, H-O-R-T-B-R-I. Et alors évidemment, Lahoud a dit, c'est très vraisemblablement, je vais vérifier, puis évidemment après vérifier, c'est Brice Hortefeux. En quoi est-ce que l'apparition d'Hortefeux dans ces listings-là, si tu veux, c'est pour Dominique de Villepin un appât qui se consolide encore plus? Ça me semble évident, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. À l'époque, Hortefeux, pour Sarkozy, quel est le rôle qu'il occupe avec Sarkozy? Sachant qu'à l'époque, Brice Hortefeux est le plus proche, plus important collaborateur de Sarkozy. Son arrivée, c'est Eureka. Hein, c'est ultra simple comme mécanique et que l'autre a compris, Lahoud a compris tout de suite. Il connaît suffisamment la vie politique française pour savoir que Brice Hortefeux est l'homme de confiance par excellence de Nicolas Sarkozy. Mettre son nom, c'est ferrer le système. C'est faire en sorte de rendre totalement crédible l'arrivée du nom Sarkozy. Quelques semaines plus tard, Imad Lahoud produit un nouveau document bancaire dans lequel apparaissent des éléments du nom complet de Nicolas Sarkozy, qui est Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Naji Bokssa. Rondeau et moi, littéralement simultanément, on a été informés par Imad Lahoud, qui nous a montré un tableau d'une quinzaine de comptes avec des dates de création, d'origine, des noms abrégés, etc. Dont celui de Brice Hortefeux, mais également toute une série de comptes localisés dans la ville de Sondrio en Italie. 2 d'entre eux au nom de fameux Paul de Naji, Stéphane de Bokssa, sans indication de banque, et 4 d'entre eux, ou 4 ou 6, je ne me souviens plus d'entre eux, se référant à la Banca Popolare di Sondrio. Imad Lahoud pousse le plaisir jusqu'à dater l'ouverture des faux comptes, faisant référence à Nicolas Sarkozy sous les noms de Stéphane Bokssa et Paul de Naji. Une ouverture datée du 31 octobre 1994, date qui, comme vous allez le comprendre, va paraître d'une logique implacable à Dominique de Villepin. Cette date n'est pas anodine. Elle renvoie à une époque politique particulièrement violente, l'époque de la guerre des droites. Souvenez-vous. En 1993, la gauche perd les législatives et François Mitterrand va devoir subir un gouvernement de cohabitation. Mes chers compatriotes, en élisant une majorité nouvelle, très importante, à l'Assemblée nationale, vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette histoire-là, c'est une histoire absolument magnifique du point de vue journalistique, parce qu'on est dans le roman, dans le romanesque, et j'irais même mieux dans le Shakespeare, parce que là, il y a une histoire extrêmement forte, violente, avec de la trahison. C'est Jacques Chirac qui décide de ne pas aller à Matignon, parce qu'il pense que c'est pas, disons, une bonne façon d'accéder après à l'Élysée. Il pense que le poste de Premier ministre risque de l'abîmer, et il décide donc de ne pas cohabiter, cette fois-ci, avec François Mitterrand, et d'envoyer un homme sûr. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à M. Édouard Balladur. Le président de la République a bien voulu m'inviter à venir le voir. Il m'a fait part de sa décision de me nommer Premier ministre. Je l'ai accepté. Édouard Balladur, il fallait voir, c'était le type qui portait les dossiers derrière. Et puis Édouard allait me chercher le dossier, là, vous savez, le dossier, il arrivait comme ça, il était un peu courbé toujours, puis vous avez un petit peu susurrant, un petit peu ce petit côté mielleux qu'il a volontiers, Balladur. Comment qualifieriez-vous votre gouvernement? Je vous laisse le soin de le qualifier. Donc il l'envoie à sa place, et là,
Le jour même où il devient Premier ministre par la grâce de Chirac, Édouard Balladur décide de ne pas respecter le pacte. C'est la trahison. C'est une trahison, c'est complètement dingue, c'est énorme. Il allait à Matignon, en fait, pour aller à l'Élysée. Ça a été tellement violent en 1994. C'était tellement dur par des gens très proches qui avaient dîné ensemble avant, je dirais pas tous les soirs, mais tout le temps, qui partageaient tous les secrets. C'était une bande, faut pas oublier. Les gaullistes, comme on disait à l'époque, ils chassent en bande. Ils n'ont pas de secret les uns pour les autres, ils se disent tout. Et il partait à son propre compte, avec tous les potes de Chirac, qui se retrouvaient là, tout seul, à l'hôtel de ville, comme une âme en peine, qui faisait le tour de son grand bureau, seul. Il y avait quelque chose de pathétique. Et donc, en 1994, c'est-à-dire un an après l'arrivée au pouvoir d'Édouard Balladur, il y a deux personnages clés, sous Édouard Balladur d'une part et Jacques Chirac d'autre part. C'est l'émergence de Nicolas Sarkozy et de Dominique de Villepin. Derrière cette haine bien connue se cacherait la clé de cette histoire. Le camp des Balladuriens semble devoir se constituer un trésor de guerre pour financer la campagne. Or, ils n'ont pas accès à l'argent du RPR, contrôlé par les Chiraciens. La seule chose qu'ils maîtrisent, c'est le pouvoir exécutif. Avec François Léotard au ministère de la Défense, Charles Pasqua à l'Intérieur et Nicolas Sarkozy au budget. Un ministre dont le directeur de cabinet à Bercy s'appelle Brice Hortefeux. Donc la droite va être totalement déchirée, divisée en deux camps, balladuriens, chiraciens. C'est dans ce contexte, on va dire, très particulier qu'il y a cette frénésie de signature de contrats par le gouvernement Balladur. Le premier, c'est celui des sous-marins vendus au Pakistan qui s'appelle le contrat Agosta pour près d'1 milliard d'euros, 826 millions d'euros précisément. Puis l'autre, c'est un contrat qui s'appelle Sawari 2 qui concerne la vente de frégates à l'Arabie Saoudite. Alors là, c'est près de 3 milliards d'euros. Une visite de quelques heures, une visite politique, mais une visite que les Français espèrent fructueuse. Édouard Balladur et les 3 ministres qui l'accompagnent voudraient que ces bonnes relations politiques entre la France et le royaume saoudien se transforment en bonnes relations économiques. Et puis un bon point pour notre commerce extérieur, la signature d'un contrat entre la France et le Pakistan. Après une longue négociation, après une âpre lutte avec des concurrents solides comme la Suède ou la Grande-Bretagne, la France remporte le marché et vend au Pakistan 3 sous-marins d'attaque de type Agosta 90B. Le premier sera construit au chantier naval de Cherbourg, les 2 autres devraient être assemblés au Pakistan. Alors évidemment, sur le coup, tout le monde se félicite parce que c'est vrai que c'est très bien pour l'industrie de l'armement française, ça fait des emplois, ça fait de l'argent pour la France, tout ça est évidemment formidable, mais il y a sans doute un côté obscur derrière ces contrats, c'est-à-dire est-ce qu'ils n'auraient pas été signés pour dégager de l'argent, ce qu'on appelle des rétrocommissions, pour financer les activités d'Édouard Balladur. Ça va être en tout cas le soupçon des Chiraciens. Et aujourd'hui se posent de très graves questions quant à des soupçons de financement occulte, de détournement d'argent public, si vous voulez, ponctionné sur ces contrats d'armement pour financer une campagne présidentielle, en l'occurrence celle d'Édouard Balladur. C'est ce qu'on appelle les commissions et les rétrocommissions qui, d'un point de vue comptable et judiciaire, sont parfaitement illégales au regard du droit français. Il faut bien comprendre qu'au départ, lors de nos premières révélations, il était apparu qu'il y avait à peu près une dizaine de millions de francs en espèces qui étaient apparus au dernier moment sur les comptes d'Édouard Balladur et que leur justification n'était pas établie. La défense d'Édouard Balladur avait été de dire « mais si, bien sûr, ça correspond aux ventes de t-shirts et de pins et de gadgets dans mes meetings ». Bon, ça laissait dubitatif. Depuis, ça n'a fait que les soupçons n'ont fait que croître parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas 10 millions de francs en espèces qui sont apparus officiellement sur ces comptes, mais 15 millions, et qu'à ces 15 millions, il faut encore ajouter une somme de 5 millions en espèces qui ont été versées cette fois-ci au black, donc voilà, en parfaite illégalité, à une société de sécurité qui s'occupait de la surveillance des meetings. Toutes les personnes qui s'occupaient de la campagne d'Édouard Balladur ont dit non, c'est pas possible d'avoir ramené des dizaines de millions de francs avec les ventes de t-shirts ou de pins. Ça a rapporté, on va dire, peut-être quelques centaines de milliers de francs. Mais pour le reste, l'origine de ces fonds est plus que suspecte. J'avais dit en prenant ma fonction de Premier ministre que je souhaitais me consacrer exclusivement au redressement du pays et garder le silence sur tout le reste jusqu'au début de 1995. J'ai tenu mon engagement. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont le droit de connaître
le choix qu'ils auront à faire, c'est à eux que je dois annoncer mes intentions. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Je suis un grand arpenteur de notre pays. J'en connais chaque région, chaque ville et un très grand nombre de villages. Mes chers compatriotes, Mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. Vive la République et vive la France! Trahi par son ami de 30 ans, ayant vu chaque jour d'anciens compagnons de route rallier son frère ennemi, Chirac a tenu bon. Beaucoup de monde autour du maire de Paris et je suppose qu'il a déjà un emploi du temps très serré, très chargé pour demain, le président. Mais la conquête du pouvoir n'efface pas la rancœur et l'amertume de la trahison. Il s'agit désormais de punir les traîtres. En vertu des articles 8 et 9 de la Constitution, et sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a décrété ce qui suit. Sont nommés ministres M. Jacques Toubon, garde des Sceaux, ministre de la Justice. M. Alain Madelin, ministre de l'Économie et des Finances. M. Charles Millon, ministre de la Défense. Lorsque Jacques Chirac m'a nommé ministre, il m'a donné un certain nombre d'objectifs à réaliser dans l'immédiat. C'était de moraliser les grands contrats en allant vérifier s'il n'y avait pas en fait des systèmes de commission anormale ou de rétrocommission. Et donc les commissions étaient légales, on en parlait carrément, et les personnes la plupart du temps m'expliquaient même à quoi servait la commission. Mais c'était tout à fait autre chose, c'était quelque chose de transparent, on pouvait en parler. Ce qui est anormal, c'est ce qui est caché. Or, les rétrocommissions, c'est caché. C'est la raison pour laquelle, quand dans un contrat, on voyait un taux de 15% ou de 18%, on savait que ce n'était pas simplement une commission. Charles Millon va saisir les services secrets, la DGSE, et d'après les confidences qu'il nous a faites, la DGSE a réussi à l'époque à remonter la trace de rétrocommission, puisqu'elles ont même été, on a identifié, on va dire, 4 pays par lesquels ces fonds suspects auraient transité. L'argent n'est pas versé, les commissions ne sont pas versées d'un coup. Pas tout le temps, enfin très rarement, c'est-à-dire qu'elles sont échelonnées au prorata du paiement du pays acheteur. Et là, il y avait beaucoup d'argent qui devait être encore versé aux intermédiaires imposés par les baladuriens au dernier moment dans les contrats d'armement dont nous parlons, et Jacques Chirac décide d'interrompre leur versement. Ce qui ne s'est jamais fait encore. C'est quelque chose c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu, et les personnes qui sont visées par cette interruption soudaine décidée au plus haut sommet de l'État du versement des commissions dues sont 2 intermédiaires d'origine libanaise. Le premier s'appelle Ziad Takieddine et le deuxième s'appelle Abdul Rahman El Assir, qui se trouvent être 2 intermédiaires qui ont été imposés par le gouvernement Balladur dans les négociations des contrats saoudiens et pakistanais au dernier moment, alors que les contrats étaient déjà bouclés. Parmi ces intermédiaires, il y en a un notamment qui concentre beaucoup de soupçons et qui est très très proche, on va le découvrir, de tout l'entourage d'Édouard Balladur à l'époque et de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Et là encore, ça renforce les interrogations. Pourquoi est-ce lui qu'on choisit comme par hasard, la même personne qui semble entretenir les meilleures relations avec Jean-François Copé, avec Brice Hortefeux et d'autres personnalités proches d'Édouard Balladur? Ziad Takieddine est de ces hommes rares qui diligentent cette zone grise au cœur de la République. À l'époque, seul le cercle très étroit des dirigeants de la droite française le connaît. C'est un richissime Libanais qui s'est imposé dans le monde très fermé des intermédiaires aux grandes valises.
Il semble qu'en 1995, il soit la cible de Charles Millon, l'homme que Jacques Chirac et Dominique de Villepin visent dans leur traque aux rétrocommissions. La DCN, donc la Direction des constructions navales, qui s'occupe de la construction des sous-marins, pour rémunérer les intermédiaires, plutôt que de leur donner l'argent, on va dire de manière classique, en faisant un virement de banque à banque, puisqu'après tout, les intermédiaires avaient le droit de toucher de l'argent, a priori, eh bien, a monté, on va dire, toute une usine à gaz, et en créant exprès, pour l'occasion, une société de droit luxembourgeois qui s'appelle Heine, et qui va servir à ventiler ces commissions. Et comme par hasard, ça va servir à ventiler les commissions les plus suspectes. Et c'est par cette société que vont transiter 33 millions d'euros de commissions suspectes promises au réseau des intermédiaires Takedine et El Assir. Et c'est cette société écran, Heine, dont un document saisi par les policiers à la DCN dit que Nicolas Sarkozy en a supervisé et validé la Constitution quand il était ministre du Budget. Étonnant document, rédigé par la police luxembourgeoise agissant sur commission rogatoire du juge d'essai, au pôle financier du tribunal de Paris. Les policiers du Grand-Duché, accusés par la France depuis des années de fermer les yeux sur le paradis fiscal qu'ils protègent, considèrent que, si argent sale il y a, il viendrait de France. Après avoir minutieusement décrit le montage des sociétés Heine et Eurolux, dont la création semblait venir directement d'Édouard Balladur et de Nicolas Sarkozy, ils supposent sans diplomatie qu'une partie des fonds qui sont passés par le Luxembourg reviennent en France pour le financement de campagnes politiques françaises. Le ministre du Budget, institutionnellement, de manière générale, est un ministère clé dans le cadre de la signature de contrats d'armement. Parce que c'est lui qui donne son aval à la signature des contrats, puisque, en quelque sorte, ça engage la France financièrement. Et c'est quelque chose dont parfois les ministres du budget ne se vantent pas, et ils n'aiment pas qu'on le rappelle. Nicolas Sarkozy dit toujours que dans cette affaire de Karachi, il n'a joué aucun rôle. Si, il a joué un rôle institutionnel, qui n'est pas forcément choquant, mais en tant que ministre du budget, il a donné son accord à la signature de ces contrats d'armement, que ce soit le contrat Agosta pour le Pakistan ou Sawari pour l'Arabie Saoudite. Contrat qui, de fait, aujourd'hui s'avère suspect. Mais vous avez été jusqu'à... Donc, vous avez suspendu donc, un certain nombre de versements, mais on a annulé des... Annulé ? On a annulé des contrats. Mais est-ce que les enquêtes ont été jusqu'au point de savoir comment, enfin, quels étaient les destinataires finaux ? On s'est interrogé, on a enquêté, mais on n'a pas trouvé. Peut-être des soupçons seulement. Oui, mais les soupçons, ça ne relève pas de la vie publique, de la politique. Et d'ailleurs, vous allez recruter à vos côtés un homme brillant qui sort de la DGA, qui va être votre conseiller industriel, qui est Marouane Laoud. Exactement, oui. Une personne en qui j'ai entière confiance, qui a d'une intelligence remarquable et d'une honnêteté tout à fait exceptionnelle. Marouane Laoud. L'aîné des frères Laoud, le brillant polytechnicien, celui qui deviendra le bras droit de Jean-Louis Gergorin, détient bien des secrets de la droite balladurienne. En créant les faux documents bancaires de Clearstream, Imad Laoud fabriquera de toutes pièces en 2004 la preuve que Marouane Laoud cherchait en 1997. La mission que l'équipe de Charles Millon n'aura pu mener à son terme et que Dominique de Villepin, au secrétariat général de l'Élysée, coordonnait pour Jacques Chirac. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi les Chiraciens n'ont pu achever leur vengeance contre les balladuriens. 2 ans après son élection, le 21 avril 1997, Jacques Chirac renvoie les députés devant les électeurs pour se garantir un septennat sans cohabitation. Il n'avait pas admis son impopularité. La majorité bascule et la gauche revient au pouvoir. Le travail de nettoyage des rétrocommissions de Charles Millon est stoppé net. Un événement va bouleverser la donne dans la zone grise où règnent les intermédiaires. Avec Jacques Chirac, Lionel Jospin, le nouveau Premier ministre, ratifie la Convention OCDE contre la corruption.
Cette convention de l'OCDE visant à lutter contre la corruption d'agents publics étrangers, de décideurs publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, nous l'avons signée et ratifiée en 2000, de façon à ce que la France se plie aux nouvelles règles internationales dans ce domaine, c'est-à-dire à la moralisation des exportations. Comment ont réagi les acteurs du secteur? On ne peut pas dire qu'ils aient fait montre d'enthousiasme. Et je pourrais en citer quelques-uns, ce que je ne ferai pas, bien sûr, qui ont dit « mais vous allez desservir les intérêts de l'industrie française si nous ne pouvons plus verser des commissions, c'est-à-dire donner les pots de vin, c'est-à-dire corrompre, finalement ». Nous avons bien sûr résisté à ces pressions et essayé de faire valoir qu'il fallait armer l'industrie française, qu'il fallait opérer les concentrations nécessaires, qu'il fallait créer des géants industriels capables de lutter à armes égales avec les géants étrangers, notamment américains, et que c'était ça, défendre les intérêts français, et non pas essayer de corrompre pour obtenir des contrats des personnalités souvent douteuses dans des pays étrangers, et parfois rétro-commission dans notre propre pays. Et finalement, la résistance n'a pas été énorme. C'est comme ça dans les grands contrats internationaux. On sait qu'il règne cette odeur de corruption, et tout particulièrement dans le secteur opaque et ultra protégé des ventes d'armes. Ceux qui savent sont très peu nombreux, et les secrets ne sont jamais trahis. Sauf quand un événement tragique les propulse à l'avant-scène de l'actualité. Le 8 mai 2002, à Karachi, 14 personnes, dont 11 employés de la direction des constructions navales, sont tués dans un attentat. Ces hommes travaillaient sur les sous-marins vendus par la France au Pakistan sous Balladur. L'attentat est d'abord attribué à Al-Qaïda. Ivre de douleur, cette jeune femme vient d'apprendre la mort de son mari tué dans l'attentat. Il avait 27 ans. Ce crime est monstrueux. Ses auteurs seront punis. Nous ne céderons ni à la menace, ni au chantage. Six ans plus tard, au cours d'une enquête, les journalistes Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme rendent public un document qui contredit la vérité officielle. Un document tellement sensible qu'il est resté secret pendant de longues années. Le rapport Nautilus. Ce document-là, qui est un document que, évidemment, la justice aurait dû avoir immédiatement, d'autant qu'il est il est daté du 11 septembre 2002, donc quelques mois après l'attentat de Karachi, qui date du mois de mai, il n'est pas donné à la justice. Et c'est ce document que les policiers, par hasard, vont découvrir dans le cadre d'une perquisition judiciaire que nous allons rendre public avec d'autres documents et qui vont ouvrir un nouveau volet de l'affaire Karachi. Et ce qui va notamment attirer notre attention, c'est qu'il était évoqué dans ce document le fait que l'attentat qui avait été commis en 2002 contre des salariés français à Karachi au Pakistan aurait été provoqué par un arrêt de commission décidé par Jacques Chirac après son élection en 1995, donc plusieurs années auparavant, en marge du contrat des sous-marins justement vendus au Pakistan. Pour moi, il n'y a aucun lien. Hein. Quand on voit la différence, les dates, quand on voit le montant qui restait à régler, je pense qu'il ne faut pas aller chercher des causes ici, mais ça n'empêche qu'on a interrompu le paiement d'un certain nombre de commissions.
Philippe Alfroy de l'agence France Presse. Selon les informations qui ont été rapportées hier à la suite d'une réunion entre les parties civiles dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction, il semblerait que l'origine de l'attentat ne soit pas due à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles de l'État pakistanais après le non-versement de commission. On parle même de rétrocommission qui aurait dû alimenter la campagne électorale d'Édouard Balladur en 1995. Est-ce que, en tant que ministre du Budget, vous avez été au courant de tels accords? Vraiment, c'était pas la peine de vous mettre à ma droite pour parler de ça. Franchement, enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, monsieur, franchement, c'est ridicule. Bon, pas vous, hein, je ne me permettrai pas. Hein. Je vous respecte. Mais écoutez, soit il y a des éléments, donnez-les nous. Franchement, enfin, c'est grotesque. Voilà, c'est ma réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, raisonnement, là. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées à suite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Mais qui peut croire à une fable pareille? Qui peut croire à une fable pareille? Et puis, si vous avez des éléments, donnez-le à la justice et demandez à la justice qu'ils enquêtent. Enfin, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Il y a 14 ans, on me surcroît. Non, mais... On est dans un monde où tout se sait, où la notion de secret d'État n'existe plus. 14 ans après, vous allez me dire, est-ce que vous êtes au courant de rétrocommissions qui n'auraient pas été versées à des Pakistanais dans le cadre de la campagne de M. Balladur? Un mois après cette conférence de presse, le gouvernement fait voter au Parlement une modification de la loi visant à étendre le champ d'application du secret défense. L'enquête sur l'attentat de Karachi est entre les mains du juge Trévidic, au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Ce magistrat de 44 ans est protégé 24 heures sur 24 par des policiers. Il instruit les affaires les plus sensibles du moment. Le secret de l'instruction lui interdit d'évoquer l'affaire. Il s'exprime en tant que président de l'Association française des magistrats instructeurs. La loi du 29 juillet 2009 a ajouté à la classification des documents eux-mêmes, la classification de lieux. Ce sont des lieux où le juge ne peut pas rentrer pour perquisitionner sans l'autorisation de l'administration. Et aujourd'hui, on est un peu un bandeau sur les yeux, et même plusieurs, puisque finalement, on demande la déclassification de documents dont on n'est pas certain qu'ils existent, puisqu'on n'a pas été les chercher, on ne les a pas saisis. Vous voyez, ça devient très, très, très compliqué. Et puis surtout, on a créé des sanctuaires. Des véritables sanctuaires. Avant, il y avait un seul endroit où les gens ne pouvaient pas aller, c'était les ambassades. Hein, c'est des conventions diplomatiques. Voilà. Maintenant, eh ben non, il y a des endroits, des bureaux chez des hauts fonctionnaires où on ne peut pas aller. Et là où on ne peut pas aller, il peut y avoir des choses très intéressantes, par définition. Dans les ventes d'armes, qui plus est, le secret défense se confond avec le business plutôt qu'avec les intérêts fondamentaux de la nation. C'est une histoire d'argent, encore une fois. On va vous dire, c'est l'intérêt fondamental de la nation de vendre des armes à un pays, même si c'est n'importe quel pays, même s'il va en faire n'importe quoi, et il faut à tout prix avoir ce contrat. Donc, finalement, c'est l'intérêt fondamental de la nation de corrompre des fonctionnaires pour qu'on ait le marché. C'est l'intérêt fondamental de la nation d'être dans la moralité la plus complète, puisque c'est bon pour l'industrie d'armement française. Enfin, s'il y a un domaine où on a un adversaire redoutable, c'est dans ce domaine-là. Il y a des États en jeu, il y a des intermédiaires en jeu, il y a des énormes masses financières, il y a des moyens de limiter la capacité d'enquêter colossale. Il y a aussi des dossiers où il y a des témoins ont été tués, des affaires d'armement. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'enquête beaucoup plus difficile à mener que dans ce domaine-là des contrats d'armement. Le pouvoir judiciaire n'est pas le seul à se heurter à l'obstruction du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif en est lui aussi victime. En 2009, les parlementaires ont créé une mission d'information sur l'attentat de Karachi. Le député-maire socialiste de Cherbourg, Bernard Cazeneuve, est le rapporteur de la mission d'information. Ses bureaux sont à côté du chantier naval de la DCN, d'où sont issus les sous-marins du contrat Agosta. Nous avons demandé au gouvernement de nous transmettre l'ensemble des documents concernant cette affaire et nous n'avons quasiment rien obtenu.
nous n'avons eu aucun document, télégramme diplomatique classifié du Quai d'Orsay. Aucune note des directions d'administration centrale concernées, rien du tout. Mettre un coup de tampon sur un document pour cacher quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intérêt fondamentaux de la nation, c'est un abus de pouvoir, c'est une infraction pénale. Donc le juge, il est quand même là pour essayer de faire cesser les infractions pénales, contrôler sous cet aspect-là le pouvoir exécutif, c'est son boulot. Vous savez, le secret défense, ça devient une véritable tarte à la crème et une tartufferie absolue, parce que la plupart des documents secret défense que j'ai pu voir relevaient de la bibliothèque verte, et tout ce qui est vraiment secret défense a vocation à être détruit après avoir été lu. On ne peut pas continuer dans ce système-là. On crée une zone criminogène. Une zone criminogène. Alors on parle de zone criminogène en parlant des banlieues, moi je parle de zone criminogène en parlant des contrats d'armement. Il faut reconnaître que sur ces questions, les gouvernements de droite comme les gouvernements de gauche ont eu des comportements qui n'étaient pas conformes à ce qu'une démocratie moderne doit faire. Une zone grise, au cœur de l'État, ne pourrait fonctionner sans l'usage du secret défense. Ce secret, dans un monde de communication, est à l'origine de nombreuses théories du complot. Comme on ne peut pas savoir, on peut tout imaginer. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer que les rétrocommissions du contrat Agosta sont à l'origine de la mort des 11 ingénieurs français. L'enquête est en cours. Mais l'existence d'un secret, lui, conduit l'avocat des familles des victimes à porter les plus graves accusations contre Nicolas Sarkozy. Nous accusons le président de la République, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, d'être au cœur d'un système de corruption qui a permis le financement illicite de la campagne d'Édouard Balladur. Et j'espère bien quand même que maintenant, tous les moyens vont être mis en œuvre pour que le juge puisse travailler. Parce qu'il y en a assez. On a assez de savoir qu'en fait, il a des difficultés à tous les niveaux. Qu'on nous la donne, cette vérité, ça fait quand même 8 ans qu'on attend, 8 ans qu'on se bat pour ça. Cette histoire folle explique pourquoi, en janvier 2004, Dominique de Villepin tombe dans le piège tendu par la Houde lorsqu'il découvre l'existence de comptes attribués à Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux datés de 94 et 95. C'est la preuve que les Chiraciens ont tant cherché. Cette preuve introuvable qui se serait évanouie, quelque part dans les ordinateurs des organismes interbancaires de la mondialisation financière, comme Clearstream. Le faux fabriqué par la Houde serait le chaînon manquant de l'enquête lancée 9 ans plus tôt. Lors de la dernière rencontre avec Dominique de Villepin, où je lui ai parlé du compte du tableau Sarkozy, et où ce qu'il n'a pas du tout eu l'air de le surprendre, d'ailleurs. Est-ce que vous lui montrez la fameuse page où il y a justement les 9-10 comptes avec la Banco Popular et le nom de Boxa, etc. Oui, oui. Et comment elle réagit? Mais justement, ce qui m'a frappé, c'est que ça n'a pas provoqué une stupéfaction intense. Dominique de Villepin a toujours démenti avoir vu ces documents, comme il dément avoir reçu la note dite DDV du mois de janvier. Il refuse de s'exprimer. Gergorin, lui, nous relate les événements ainsi. Et Dominique de Villepin, effectivement, il a eu cette réflexion, un peu une réflexion à mi-voix. Maintenant qu'il y a Nicolas Sarkozy, c'est difficile, ça va être très difficile, sinon quasi impossible, de continuer à faire des investigations par les services de renseignement, parce que c'est une affaire de politique intérieure, c'est beaucoup trop sensible, et il sera informé tout de suite. Et à ce moment-là, est-ce qu'au fond, mais c'est une interrogation qu'il se pose à lui-même, est-ce qu'au fond un juge d'instruction ne serait pas la bonne solution? Il faut comprendre aussi pourquoi l'apparition du nom de Sarkozy donne au listing à ce moment-là une couleur très particulière et pourquoi est-ce que finalement seul un juge peut enquêter, puisque ça ne peut plus être les services. À l'époque, Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Ça implique quoi, ça? Ça veut dire deux choses, me semble-t-il. Ça montre que Dominique de Villepin y croyait vraiment, parce que s'il n'avait pas cru à la réalité de l'inscription
de Nicolas Sarkozy dans les listings, il n'aurait évidemment pas pris le risque de renvoyer Gergorin vers un juge. Et puis la deuxième, c'est pas possible que ce soit une enquête privée. Ce serait non-dénonciation à la justice. Et donc, il a une réaction très saine. Il n'y avait pas d'autre solution, parce qu'autrement, on était dans une opération de cabinet noir à partir du moment où le nom apparaissait. Puisque, en fait, en tant que ministre de l'Intérieur, Sarkozy, toutes les informations lui remontent. Mais là, on est sur une enquête qui est menée au sein du ministère de la Défense. Eh ben justement, c'est pas possible, c'est trop. C'est politiquement... intenable. C'est politiquement impossible. Et moi, j'ai pas réagi, j'étais pas du tout chaud. Ça s'est terminé là-dessus. Puis il a embrayé sur autre chose. C'est une réunion qui avait lieu juste après le premier tour des cantonales, ou juste avant le deuxième tour, en tout cas. Et il me disait, je pense qu'il y aura un remaniement après les cantonales. Je ne sais absolument pas si je serai toujours là. Je ne sais pas du tout. Il ne savait vraiment pas où je vais aller. Je me souviens encore de cette conversation. La liesse au Parti socialiste, il faut dire que la victoire est totale. 20 régions métropolitaines sur 22. Le 28 mars 2004, la déroute de la droite aux élections cantonales est telle que chacun attend la démission du Premier ministre Raffarin. Nicolas Sarkozy fait tout pour obtenir Matignon, mais Jacques Chirac ne voit pas les choses ainsi. J'ai fait le choix de la constance, de la détermination et de l'action. Il conserve son Premier ministre. Nicolas Sarkozy hérite du ministère de l'économie. Il n'aura plus la main sur la police et les services spéciaux. C'est Dominique de Villepin qui le remplace place Beauvau. L'enquête sur l'affaire Clearstream va pouvoir être gérée entre Chiraciens. Je peux vous dire, vous avez un grand ministre de l'Intérieur et pas simplement par la taille. C'est dans ce contexte que Dominique de Villepin, lors de notre première rencontre au ministère de l'Intérieur, j'étais très inquiet. Or, Dominique de Villepin, qu'est-ce qu'il me dit dans cet entretien? Maintenant, il n'y a pas d'autre option. Il faut qu'un juge se saisisse de cette affaire, un juge d'instruction. Et il n'y a pas d'autre moyen. Comme il me voyait un peu hésiter, il a ajouté d'une façon forte, ce qui était, et un peu solennel, ce qui était rare dans notre relation, c'est une instruction du président de la République. Jusque-là, l'imposture de Lahoud fonctionne parfaitement. Jusque-là, l'ancien trader maîtrise son jeu. L'histoire va bientôt prendre une toute autre tournure. Avec l'entrée en scène d'un juge, le jeu va se compliquer plus encore pour Imad Lahoud. Il pourrait même, peut-être, lui échapper. Pour tous, l'affaire Clearstream est une histoire obscure. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratignier, cette histoire en cache une autre, celle des pouvoirs politiques, financiers et militaro-industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme, Imad Lahoud. Ancien trader, il est recruté dans les services secrets par le général Rondeau, le plus haut responsable du renseignement français. Pour cette mission, Imad Lahoud obtient, grâce à Jean-Louis Gergorin, une couverture chez EADS. Si je n'avais pas rencontré Jean-Louis Gergorin ce jour-là, peut-être que ma vie aurait été totalement différente. Alors Imad me fait un grand numéro, je veux me réhabiliter, la France est mon pays, je veux servir mon pays. Imad Lahoud affirme pénétrer les systèmes informatiques de Clearstream et mettre à jour d'ahurissants réseaux de corruption. Ou je fais confiance ou je ne fais pas confiance. Je lui faisais aveuglément confiance. C'est quelqu'un de très séduisant. Les informations de Lahoud remontent jusqu'au sommet du pouvoir, jusqu'à Dominique de Villepin. Bien sûr, je me suis amusé parce que pour accepter d'aller là-dedans, il faut être joueur. Au centre des soi-disant réseaux de corruption, les noms de mafieux, de vendeurs d'armes, de politiques, dont celui de Nicolas Sarkozy. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Mais c'est bien sûr, sûr. C'est Eureka. Mettre son nom, c'est ferrer le système.
L'affaire Clearstream se tisse maintenant depuis plus d'1 an, dans le secret de quelques hommes. Jean-Louis Gergorin et Dominique de Villepin, sous l'emprise des fausses révélations d'Imad Laoud, vont maintenant la faire sortir du cercle très fermé dans lequel elle s'est développée jusque-là. Ils sont convaincus qu'il faut porter le dossier devant un juge d'instruction. Fin mars 2004, Jean-Pierre Raffarin vient de nommer un nouveau gouvernement. Dominique de Villepin obtient le ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy abandonne la place Beauvau et le contrôle des services de renseignement. Il rejoint le ministère de l'Économie et des Finances, loin des affaires secrètes. La question essentielle pour Jean-Louis Gergorin, c'est vers quel juge d'instruction se tourner. Dominique de Villepin l'a toujours démenti, mais Jean-Louis Gergorin affirme que c'est dans son bureau qu'ils évoquent la question. Sur le juge, j'en ai parlé devant Dominique de Villepin. Le cœur de cette affaire, c'était l'affaire des frégates, et donc c'était le juge Van Rymbeck. Et le juge Van Rymbeck, qui était saisi d'une information sur le contrat de frégate de Taïwan. Discret mais affable, le juge le plus redouté par les industriels et les politiques, le voici. Le 7 septembre... Celui que le pouvoir a surnommé le juge rouge a traité les plus grandes affaires de financement politique occulte, qu'il s'agisse du RPR, du PS ou encore du Parti républicain. Déjà à la fin des années 70, il est en charge de l'affaire Boulin. Au début des années 90, il traite l'affaire Urbac-Raco pour le PS, puis l'affaire Longuet pour le Parti républicain sous le gouvernement Balladur. Dans la foulée, c'est l'affaire Elf, tentaculaire histoire de corruption impliquant toute la classe politique et les grands patrons du monde pétrolier. À la fin des années 90, signataire de l'appel de Genève aux côtés de Denis Robert. La justice ou le chaos, le choix est simple, j'ai fait le mien. Il devient aux yeux des Français le symbole du combat des juges européens contre les réseaux de blanchiment d'argent sale. Début 2000, le juge Van Rymbeck rejoint le pôle financier où il va rapidement s'atteler au dossier le plus explosif du moment, l'affaire des frégates de Taïwan. 6 navires de guerre, un contrat de 2,5 milliards d'euros qui a généré d'importantes commissions occultes. Chargé de l'affaire, le juge Renaud Van Rymbeck sait qu'un agent des services secrets a suivi de très près le dossier. En octobre 2000, Thierry Imbaud a malencontreusement fait une chute mortelle depuis la fenêtre de son appartement au 4e étage. C'est en tout cas la version officielle. Dans le sillage de ces frégates, il y a d'autres morts suspectes. À Taïwan, en 93, le capitaine Yin était assassiné. Il faisait partie des négociateurs du contrat. L'année dernière, c'est l'ancien numéro 1 de Thomson sur l'île qui décédait. Peu de temps après, un autre cadre de Thomson, Jacques Morrison, trouvait à son tour la mort. Comme Thierry Imbaud, il a fait une chute de 4 étages. À l'époque, la police avait conclu au suicide de cet homme clé de la vente des frégates. Le choix du juge est une chose, le mode opératoire en est une autre. Gergorin est parfaitement conscient qu'au moment où le juge sera saisi, toute l'affaire lui échappera. Jean-Louis Gergorin se tourne d'abord vers un jeune avocat, maître Thibault de Montbrial. En avril 2004, M. Gergorin vient me voir. Il sait que je suis en très bon terme avec le juge Van Rymbeck et il sait que le juge Van Rymbeck est bloqué dans son enquête sur les frégates de Taïwan, notamment par le secret défense. Et il vient me dire, en sachant que je suis aussi dans cette optique parce que je suis l'avocat de la veuve du capitaine Yin, bah, il faut que tu ailles le voir tout de suite, il faut que tu lui dises qu'il faut que je le rencontre, que c'est très sensible, qu'il faut faire très attention, mais que je sais où est l'argent des frégates. Et quand on entend « je sais où est l'argent des frégates » et qu'on est en 2004, en plein dans ce contexte de l'époque, de secrets, de paranoïa, de morts suspectes, etc., et de dossiers judiciairement bloqués par le secret défense, ben évidemment, il savait en venant me dire ça à moi que le juge Van Rymbeck n'aurait qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Alors, je sais bien que c'est pas très glorieux, peut-être, mais honnêtement, j'avais une vraie peur physique, compte tenu de l'affaire des frégates et du nombre de morts qu'il y a eu dans cette affaire. Et évidemment la mort de Jean-Luc Lagardère, ne l'oubliez pas, dont j'étais convaincu à l'époque qu'elle n'était pas naturelle. Tout ceci influençait un petit peu ce que je pensais. Donc je me suis dit que je devais prendre des précautions. Et c'est pour cela que j'ai demandé à voir
en dehors de son cabinet, et avec une protection de mon identité, le juge Van Riebeeck. La confiance de Gergorin en son super informateur qu'est Laoud est telle qu'il lui confie la création d'un organe névralgique pour le groupe EADS, le service chargé de la sécurité informatique du centre de recherche. Et comme Laoud est son homme de confiance, Gergorin lui demande de mettre au point un système de communication par téléphone portable et boîte mail ultra protégé. Jean-Louis Gergorin était complètement parano sur les écoutes téléphoniques, sur les filatures. Il m'avait dit « Montez-moi un réseau sécurisé où un groupe de personnes peuvent communiquer sans être interceptées ni par la police judiciaire, ni par les services de renseignement. » J'ai créé en fait un circuit fermé, c'est-à-dire que j'ai créé une dizaine ou une douzaine de BlackBerry, d'accord, si vous savez le petit terminal, mais qui ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. C'est-à-dire, pour pouvoir communiquer avec l'une des personnes de ce réseau, il faut que son numéro... quasiment soit autorisé. Mais vous avez connaissance de Moi, l'ensemble des numéros. Oui, je ne savais pas qui étaient les détenteurs, le détenteur final de chacun des terminaux, mais je savais combien il y en avait. C'est moi qui gérais le serveur et donc je voyais tous les mails passer. Vous avez finalement accès à tous les échanges entre les différents... protagonistes, on va dire. Ouais. C'est ça, voilà. Chacun des protagonistes aura un nom de code. Celui remis à l'assistante de Dominique de Villepin sera Madrid. Celui de Gergorin sera Londres. Celui de Thibaut de Montbrial, Paris. Celui du général Rondeau, Amsterdam. Et celui de Laoud, Bruxelles. Jean-Louis Gergorin est maintenant convaincu qu'il peut aller voir le juge. Donc vous vous voyez à 3 reprises, et là en fait Jean-Louis Gergorin dénonce auprès de Van Riebeeck l'existence d'un système de corruption international qui permettrait au juge d'avancer dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan. Pour schématiser, la première réunion, M. Van Riebeeck teste M. Gergorin pour voir à quel point il est crédible. Deuxième rencontre, M. Van Riebeeck a l'air d'être rassuré sur le crédit de M. Gergorin et sur la fiabilité de sa source. Et à ce moment-là, ils engagent une discussion qui est plus pragmatique sur le thème jusqu'où est-ce que vous allez pouvoir m'apporter des éléments. Et la troisième réunion, qui est beaucoup plus courte, c'est comment faire parvenir ces éléments dans la procédure. Sans transmission officielle des informations révélées par Gergorin, le juge ne peut les exploiter. Van Riebeeck propose donc au stratège de ADS de témoigner sous X. Mais Gergorin refuse. Il ne veut pas voir son nom ajouté aux morts des frégates. Comment faire? Gergorin décide d'envoyer une lettre anonyme au juge, ce qui permettra à Van Riebeeck de verser officiellement les éléments au dossier d'instruction et donc de lancer, en totale conformité avec le Code de procédure pénale, toutes les perquisitions et les commissions rogatoires qu'il juge nécessaires. Quelques jours plus tard, il est venu à mon bureau et il m'a remis une enveloppe fermée dont je ne connaissais pas le contenu, et il m'a dit il faut que tu portes ce courrier à notre ami et que tu t'assures personnellement qu'il l'a bien reçu. Et c'est ce que j'ai fait, et c'était la première lettre. La première lettre du corbeau. Monsieur le juge, je vous écris pour vous informer de l'existence d'un groupe mafieux comprenant au moins 2 personnes auxquelles vous vous intéressez et qui commence à étendre en France des méthodes de corruption et de prédation qui ont fait tant de mal à la Russie dans les années 90. En 1989, un ancien officier taïwanais, Wang Changpu, correspondant de longue date de la CIA, mais surtout dirigeant d'une importante triade et un des principaux intermédiaires pour les achats d'armes de l'île, a ouvert les comptes suivants. En 1992, il introduit dans le système Alain Gomez, président de Thomson CSF, en lui ouvrant un compte du même type chez Clearstream, et le lui crédite de $1 million américains. Il y a beaucoup de choses que je regrette dans cette affaire, et j'ai fait beaucoup d'erreurs dont je pense que dans cette affaire, mais celle-là, c'est certainement la dernière et une des plus grandes erreurs, c'est d'avoir écrit cette lettre, si vous voulez. Jean-Louis Gergorin regrette cette première lettre, et pour cause.
Quelques mois plus tard, les conséquences pour lui sont dramatiques. Il est devenu le corbeau, celui par qui la calomnie arrive. Il va être considéré comme le cerveau de la falsification. Pourtant, pour le juge Van Ruymbeck, cette démarche prouve tout autre chose. On a le sentiment, donc, en tout cas, je voudrais savoir le vôtre, que en fait, Gergorin, s'il l'envoie, c'est qu'il y croit, lui. Sans ça, il ne l'envoie pas, ce serait suicidaire. Enfin, ce serait... Oui. Donc, j'ai la conviction qu'il y croit. Oui, d'autant qu'il se présente à moi. Ouais. Il aurait pu envoyer des lettres Exactement. Totalement anonymes. Absolument. Il exige de me rencontrer. Je ne peux pas suspecter sa mauvaise foi, vu la position sociale qu'il occupe. Absolument. Le juge Van Ruymbeck va agir vite. Il organise une interpellation à Toulouse chez EADS. C'est le jour de l'inauguration du hall d'assemblage de l'A380. Le numéro 2 d'Airbus, qui figure dans les listings falsifiés, est placé en garde à vue. Au même moment, les premières commissions rogatoires arrivent sur le bureau d'un juge d'instruction luxembourgeois. L'objectif, vérifier les soi-disant comptes domiciliés chez Clearstream. La chambre de compensation Clearstream subit ce qui lui paraît être une nouvelle agression venue de France, 3 ans après le livre de Denis Robert contre lequel elle a engagé de multiples procédures judiciaires. Maintenant que l'affaire est dans les mains de la justice, Laoud sait qu'il va perdre la main. Au rythme où va le juge, l'imposture va rapidement être démasquée. Il lui faut réagir vite, inventer quelque chose. Imad Laoud dit depuis la perquisition du 5 mai, je ne peux plus pénétrer Clearstream. Tous mes outils de pénétration informatique sont bloqués. Ils ont mis des pare-feux informatiques. Vous renforçant ainsi dans votre conviction. Oui. L'information est évidemment fausse. Mais Gergorin y croit. Laoud se protège. Mais quelque chose dérape. Quelque chose, dans les jours qui suivent, conduit Imad Laoud à changer de stratégie. Il se met de nouveau en danger, revient à la charge et décide de mettre le feu à la République. Mi-mai, vers le 14 ou 15 mai, je me souviens, c'était au lendemain d'un week-end, il dit ce week-end, il me dit, et il dit à Rondeau, j'ai réussi à repénétrer dans Clearstream et qu'il avait une grande nouvelle à annoncer. C'est que Clearstream avait fermé massivement des comptes. 895 comptes avaient été fermés en bloc. Mi-juin 2004, une nouvelle lettre arrive sur le bureau du juge. Monsieur le juge, je vous écris à nouveau. Avec vos collègues luxembourgeois et suisses, vous avez agi avec célérité et efficacité, provoquant stupeur et panique chez les crapules à Luxembourg. Le système de défense est néanmoins rapidement mis en place. La direction de Clearstream, pour se couvrir vis-à-vis de ses actionnaires allemands, a organisé l'exode des crapules. 895 comptes non publiés ont été fermés en bloc le 12 mai 2004. Les soldes considérables correspondants étant transférés à des paradis fiscaux classiques. Je vous souhaite, à vous et à vos collègues européens, bonne chance pour nettoyer ces eaux qui ne sont plus très claires. Et là, pour vous dire, j'étais quand même dans mon univers. Je ne me rendais absolument pas compte que par rapport à la première lettre que j'avais envoyée, qui ne concernait que le réseau des frégates, là, dans ces 895 comptes, il y avait notamment Boxa Energy. Et donc, forcément, l'affaire allait exploser. Que s'est-il passé? Pourquoi Laoud a-t-il relancé la machine et précipité entre les mains du juge les comptes falsifiés qui évoquent, en plus de l'affaire des frégates, les contrats d'armement signés sous Balladur, mais aussi l'Angola Gate, bref, les grandes affaires de financement politique des 20 dernières années? Pour le général Rondeau, comme pour Dominique de Villepin, un doute plane. Comme l'indique le jugement du procès, Jean-Louis Gergorin reçoit un message attribué au BlackBerry Madrid, celui de Villepin. Un message qui dit que s'il y avait eu manipulation, tout cela finirait mal. Les BlackBerry, justement.
le fameux réseau téléphonique secret censé protéger Gergorin, Rondeau, Villepin et Montbrial. C'est BlackBerry dont seul Lahoud contrôle le serveur central. Gergorin croit connaître tous les protagonistes qui possèdent un BlackBerry de ce réseau. Mais il se trompe. Imad Lahoud lui cache un secret crucial. Il existe un BlackBerry du réseau dont Gergorin ne connaît pas l'existence. Imad l'a remis à un homme qui jusque-là n'était pas censé être dans le secret de l'affaire Clearstream. Un homme que seul Lahoud connaît. Cet homme, c'est François Casanova, un officier des renseignements généraux. Qui est-il ? Revenons encore une fois à un jour d'octobre 2002. Peut-être qu'il y a une période sur laquelle on pourrait revenir. C'est les 107 jours de détention que vous avez fait à la santé. 108 jours, pardon. Absolument. Je sors le 7 octobre 2002. Tout est détruit, professionnellement. Je n'ai plus rien. Mais vous-même, vous avez vécu des moments particuliers en détention. Je pense notamment à l'histoire avec Belkacem. Oui, alors bon, ça a été un peu moqué, raillé. C'est quoi cette histoire? Eh bien, écoutez, j'étais à la division D de la maison d'arrêt de la santé. Il y avait Smaïn Aït-Ali Belkacem qui était là, qui était détenu en attente d'être jugé pour les bombes dans le RER voilà, à Saint-Michel, un ancien du GIA. Et il était dans ma division. Et dans ma division, voilà, il y avait toute une série de types fichés au grand banditisme. Et on vous oblige à les fréquenter, parce que dans la cour de promenade, vous êtes obligé de marcher avec eux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à marcher avec eux? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous dire, je me mets sous la protection de quelqu'un. Sous quelle protection? Quelqu'un, voilà, un Corse qui m'a protégé, qui m'a dit, bon, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Voilà, je suis pas mauvais en maths, je parle arabe, j'ai quelques notions en informatique. Alors, il m'a dit, voilà, tu vas aider ceux qui passent le bac ou le DAEU, enfin, ils font des diplômes en prison. Aujourd'hui, dans les prisons françaises, si vous voulez être protégé, soit vous vous mettez sous la protection de quelqu'un, soit vous vous convertissez à l'islam. Et donc là, vous vous êtes mis sous la protection de quelqu'un. D'un Corse. Voilà, d'un Corse, voilà, qui m'a dit, voilà, tu fais ça, tu fais le canard, tu marches dans la promenade derrière moi. Alors on est comme du bétail parce qu'on veut se dégourdir les jambes, vous vous rendez pas compte. Le matin, tout le monde court, et l'après-midi, on marche, on fait des tours comme ça. Voilà. C'est ce que j'ai fait pendant 108 jours. Et justement, quand vous sortez de prison au bout de ces 108 jours de détention, avec cette personne corse qui vous a protégé, eh bien, il y a quelque chose qu'on fait qui est une grosse bêtise, mais c'est un peu le syndrome de Stockholm, si vous voulez, c'est que en sortant, avant de sortir, ils prennent soin de prendre votre téléphone portable, votre adresse, etc. Et puis donc quand je sors, il m'envoie quelqu'un un jour qui me demande de l'aider financièrement, et voilà. Et en fait, j'ai pas les moyens de l'aider financièrement. Un donné pour un rendu. Un donné pour un rendu, voilà. Je me suis occupé de toi en prison, donc tu fais ci, ça pour moi. Nous sommes à l'automne 2002. Lahoud ne connaît pas encore le général Rondeau, il ne travaille pas encore pour la DGSE. Pris de panique, Lahoud se rend immédiatement au 36 quai des Orfèvres à la section antiterroriste. Il rencontre un commandant de police qui le met en contact avec le spécialiste de la question corse, un commandant des renseignements généraux. François Casanova, l'homme dans l'ombre de l'affaire Clearstream. L'homme dont il n'existe aucune photo, aucune image, et qui rend toute l'histoire encore plus mystérieuse. C'était un policier comme on n'en fait plus, c'est-à-dire des policiers qui prennent des risques, toujours à la tangente. À la tangente, ça veut dire. À la tangente, c'est-à-dire sur que le fil. Sur le fil, c'est-à-dire un peu entre les deux milieux, si vous voulez, pour être bon. Et c'est lui qui a fait arrêter Ivan Colonna. Il a d'ailleurs été décoré par Nicolas Sarkozy pour ça. Je n'étais pas à la remise de Légion d'honneur. François Casanova fait cesser net le chantage qu'exercent les Corses sur Lahoud.
Il en a les moyens et pour cause. Il commence sa carrière à Ajaccio, puis monte à Paris. Repéré par celui qui deviendra le numéro 2 des renseignements généraux, Bernard Squarcini, François Casanova devient l'un des hommes clés du renseignement opérationnel. Ça faisait partie de cette génération de flics qui ne parlent pas, qui ne racontent rien. C'est vrai que l'école RG, c'est plus ça. Voilà, frayer avec les voyous, les côtoyer, parler avec eux, éventuellement les protéger et après, pour en tirer, le moment venu, la bonne information. Je me souviens d'avoir parlé un jour avec Bernard Squarcini de Casanova, il m'avait dit que ça a été mon meilleur chien de chasse. Les liens entre le commandant Casanova et Bernard Squarcini, alors numéro 2 des RG, atteignent un sommet début juillet 2003, lorsque Casanova retrouve la trace d'Ivan Colonna et organise l'arrestation de l'assassin désigné du préfet Erignac. Cette capture est le premier triomphe de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et elle fait entrer Bernard Squarcini dans le premier cercle du futur président. Pendant toute cette période, le commandant Casanova ne lâchera jamais Imad Laoud. Et qu'est-ce que vous vous racontez? Mais on se raconte plein de choses. Je lui raconte un petit peu ce que je fais pour Philippe Rondeau. Je lui parle de Clearstream, de ce qui se trame. Voilà. Je le vois quasiment toutes les semaines. Mais c'était devenu plus un copain que... Je ne sais pas, si vous avez des ennuis au travail, dans votre boulot, vous n'allez pas en parler à votre patron, vous allez en parler à une amie très proche. Non? Si j'ai des problèmes au boulot, j'en parle avec les gens avec qui j'ai des problèmes, c'est encore ce qu'il y a de plus Non, simple. mais si c'est des problèmes difficiles... Bon, ben voilà, moi c'est comme ça que je fonctionnais. Et donc j'en parlais à François à l'époque. Mais vous lui racontez tout en fait. Mais je lui raconte tout. Je lui raconte tout et il me dit, ça va mal finir pour toi, fais attention, etc. etc. Laoud évoque Casanova comme le confident, l'ami intime. Mais Casanova est avant tout un homme des renseignements généraux, qui sont alors dirigés par Yves Bertrand. Je m'intéresse à François Casanova parce qu'il semble avoir été très proche d'Imad Laoud. Non, c'était le traitant d'Imad Laoud. Il ne faut pas quand même dire qu'il était proche. Casanova n'avait aucune illusion sur Laoud, comme sur beaucoup d'autres. C'était un homme lucide. Il travaillait, oui, très proche. Non, quand vous dites ça, c'était un traitant. Ça signifie quoi concrètement? Officier traitant dans les services de renseignement, c'est celui qui traite un correspondant ou un informateur, ou un indic. En PJ, on dit un indic. Enfin, nous, on ne disait pas indic, on disait correspondant. C'est plus noble. Est-ce que vous en avez parlé avec François Casanova? De Laoud? Non. Mais moi, Casanova, je le voyais, quand je le voyais, c'était la section recherche. C'était Squarcini qui dirigeait. Squarcini, il avait son domaine de la lutte antiterroriste, je le laissais libre dans son domaine. Yves Bertrand est considéré comme l'homme des Chiraciens à la tête des RG. En guerre frontale avec son numéro 2, Bernard Squarcini, devenu l'homme des Sarkoziens. Or, Yves Bertrand aussi dispose d'un agent traitant au contact d'Imad Laoud. La commissaire Brigitte Henry, spécialiste des affaires politico-financières au RG, a elle aussi rencontré Imad Laoud au printemps 2003. Imad Laoud se retrouve en quelques mois traité par la DGSE, traité par le général Philippe Rondeau, oui, qui est donc conseiller au renseignement et aux opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. Il est en contact avec vous, donc il travaillait au RG. Il a également un autre contact aux renseignements généraux, mais qui est d'un clan opposé. Enfin, il voit tout le monde. Oui. Le but était effectivement de donner à Yves Bertrand mon impression sur Imad Laoud. Je ne le fais pas effectivement pour tous les correspondants, mais je le fais pour des correspondants que j'estime sensibles. En quoi cette source-là vous semble-t-elle plus sensible qu'une autre? Déjà du fait de son environnement, le fait que son beau-père effectivement ait travaillé avec Jacques Chirac. Et puis parce qu'il soit chez EADS, voilà, que son frère soit chez EADS, qu'il dise travailler pour la DGSE, et qu'il ait travaillé, puisqu'il me parle aussi de la DST, et qu'il me demande à un moment donné, il me dit « Qu'est-ce que vous en pensez j'aimerais bien travailler pour la DST ». Donc j'ai affaire à quelqu'un qui, visiblement, a envie,
a une attirance évidente pour le renseignement. Voilà, donc toutes ces raisons font que je me dis il faut peut-être faire un point d'étape pour déjà tenter d'y voir plus clair. Et puis c'est un point qui peut servir après tout à d'autres services que le nôtre. Mais c'est marrant quand même, parce que Laoud parle de tout à tout le monde, enfin de presque tout, puisqu'il parle très peu de François Casanova. Effectivement. Lui ne me dira jamais qu'il est en contact avec quelqu'un d'autre, au sein des renseignements généraux. C'est le seul aspect finalement de ses contacts qu'il garde secret. Peut-être parce que François Casanova lui a demandé de garder ce secret, hein, c'est possible. Certainement que je pense que François Casanova fait remonter des informations concernant Imad Laoud ou ce que pouvait lui dire Imad Laoud. Et la multiplicité des relations d'Imad Laoud avec les différents services de renseignement peut inspirer bon nombre d'hypothèses. Pour renforcer le trouble, une fâcheuse épidémie se répand dans cette affaire. Les traces écrites disparaissent mystérieusement. Suite au séjour de Laoud à la prison de la Santé en 2002, le registre des visiteurs n'a pas été conservé. La seule note que Brigitte Henry dit avoir transmise au chef des RG, Yves Bertrand affirme ne l'avoir jamais reçue. Les notes de Casanova à son chef, Bernard Squarcini dit ne les avoir jamais vues. Et pour rendre l'affaire encore plus compliquée, qui se trouve au milieu du listing falsifié? Bernard Squarcini, le propre patron de François Casanova. Décédé d'un cancer en août 2004, François Casanova a emporté avec lui tous ses secrets. Personne à ce jour n'a trouvé les comptes rendus de François Casanova à son chef Bernard Squarcini. Bernard Squarcini a dit à l'instruction qu'il ne recevait rien. Et donc là, il y a, me semble-t-il, c'est un des points clés, un des points mystérieux, c'est la nature de cette relation extraordinairement étroite entre Imad Laoud et François Casanova. Et pendant que les liens se nouent entre le commandant Casanova et Imad Laoud, une tempête gronde dans les secrets du pouvoir. La guerre des droites reprend, comme au pire temps de l'affrontement entre Balladur et Chirac. Cette fois, c'est un affrontement entre Sarkozy et Villepin. L'enjeu, la constitution d'un supposé trésor de guerre en vue des prochaines présidentielles. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Merci. La source, le plus gros contrat d'armement dont la France puisse alors rêver. C'est le dossier Mixa. Un contrat de 7 milliards d'euros avec, comme dans tous les grands contrats d'armement, la promesse d'un trésor de guerre considérable. Un dossier que Charles Pasqua avait initié en 1994 en Arabie Saoudite avec son bras droit de l'époque, un certain Claude Guéant. Un dossier que le même Claude Guéant apporte à Nicolas Sarkozy dès son arrivée au ministère de l'Intérieur en 2002. En fait, on voit Nicolas Sarkozy à la manœuvre, ministre de l'Intérieur sur le contrat Mixa, parce que Charles Pasqua, son mentor en politique, ministre de l'Intérieur lui aussi entre 1993 et 1995, avait initié ce contrat. Et en quelque sorte, Nicolas Sarkozy, arrivant dans le bureau de son mentor, plusieurs années après lui, place Beauvau, ouvre les placards et il a ce contrat-là. Il essaye de le refaire vivre en agitant un intermédiaire qui aujourd'hui est devenu très encombrant pour l'Élysée, qui s'appelle Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, le richissime Libanais déjà à la manœuvre pour les Balladuriens entre 1993 et 1995, et que Charles Millon comme Dominique de Villepin traquaient entre 1995 et 1997 dans leur chasse aux rétrocommissions. Les notes de Ziad Takieddine parlent de Nicolas Sarkozy comme du patron. Il parle des sujets sensibles qu'il ne faudra aborder que secrètement avec les Saoudiens.
Un niveau de secret invraisemblable au sein d'un gouvernement pour un contrat censé apporter emploi et devises à l'industrie française. Dans une note confidentielle d'octobre 2003, révélée par Mediapart, Takieddine donne une série d'instructions au cabinet de Nicolas Sarkozy pour finaliser la signature du mirifique contrat. De toute évidence, il faut se méfier du Quai d'Orsay, dirigé par Villepin, et du conseiller diplomatique de l'Élysée, Maurice Gourdeau-Montagne. La visite préparatoire est inhabituelle. Elle doit revêtir un caractère secret. Ni le cabinet, ni le conseiller diplomatique ne doivent être au courant, pour cause évidente de fuite. Pour cette raison, il sera préférable que B, entendre Brice Hortefeux, se déplace seul, et que le déplacement s'effectue sans fanfare, avion de ligne de Genève ou de Zurich. Dans l'intérêt d'une signature sans interférence, il est indispensable que tout le monde soit pris par surprise par cette signature. On voit bien que là, on est dans quelque chose de secret, d'opaque, et on se demande, mais que veulent-ils bien cacher avec un tel contrat, un tel homme d'affaires sulfureux qui est Ziad Takieddine au cœur des négociations, et alors que quasiment tout est bouclé, le contrat est prêt, les projets de contrat sont prêts, notamment celui du versement de l'argent noir pour Ziad Takieddine. L'État Chirac a imposé à Nicolas Sarkozy de ne pas se rendre en Arabie Saoudite et annuler son déplacement. Le 12 décembre 2003, donc, Jacques Chirac siffle la fin de la partie. Comment a-t-il su ce qui se tramait ? Un homme est au centre de l'affaire. Un homme qui vit au cœur de la zone grise où se négocient les grands contrats d'armement de la France. Un homme en rivalité frontale avec Ziad Takieddine. Alexandre Djouri, de son vrai nom Ahmed Djouri. Un homme qui n'a rien d'étranger à notre histoire. Il est depuis 18 ans le correspondant du commandant François Casanova. Il est au cœur de l'enquête de Pierre Péan. Alexandre Djouri est très discret. Il n'aime pas que l'on parle de lui ailleurs que dans les conseils d'administration du CAC 40 ou chez ses amis des cabinets ministériels. Djouri est donc un quasi-inconnu, jusqu'à ce que quelques journalistes commencent à s'y intéresser. Le parcours de l'homme d'affaires est digne des meilleurs polars. D'abord, il est évident que le parcours qu'il a fait montre que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Parce qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il est né dans le 9-3, très rapidement il arrive dans le 9-5 à Sarcelles. Il a un certain charisme, il sait bien se battre et il sait raconter des histoires. Et d'habitude, ceux qui ont leurs habitudes à l'Élysée viennent de l'ENA généralement, après Sciences Po, HEC, etc. Lui, son HEC, c'est tout simplement une bande de voyous à Sarcelles. Il est un peu le chef charismatique. Il a comme héros Alexandre Legrand, ce qui est quand même assez original. Et il s'intègre à ce que les policiers vont appeler le gang de la banlieue nord. Je ne sais évidemment pas le détail de ce qu'il a fait, Alexandre Djouri, mais je sais que le gang était connu de tous les policiers pour faire des vols à main armée, pour faire du racket, etc. Mais ils estiment que Sarcelles et la banlieue nord, ça ne suffit pas, et ils décident de monter sur Paris grâce à un de leurs copains qui s'appelle David Les Yeux Bleus, et là ils vont se retrouver dans le faubourg Montmartre, eh bien tout simplement dans le clan Zemmour. Zemmour, c'est dans la fin des années 70, c'est le top du top de la pègre du grand banditisme parisien. Et il va, par son bagou, il va réussir dans les boîtes de nuit à s'acoquiner avec plein de gens. Il va très rapidement ainsi devenir proche du fils du directeur général de l'UNESCO. Il va passer au-delà du fils pour devenir copain du père, qui va lui ouvrir plein de gens à l'UNESCO, ce qui va l'entraîner vers des relations avec les fils de chefs d'État africains, des gens importants en Afrique, et puis la même chose sur le Proche et le Moyen-Orient. Et donc,
En peu de temps, c'est quelqu'un qui va se constituer un carnet d'adresses extraordinaire et, parallèlement, il devient très proche, le meilleur pote d'Anthony Delon. Et il va lui suggérer de monter une affaire de blouson de cuir à la mode en utilisant le nom de Delon, AD, comme le père. Le père, ça ne lui plaît pas du tout, et va rentrer en bataille extraordinaire avec son fils. Et Alexandre Jory va participer à la guerre, on peut parler de véritable guerre, entre le clan de son père et le clan et le fils. Et là-dedans, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. C'est dans cette affaire Delon que pour la première fois, le nom de Jory apparaît au détour de quelques brèves. Il a 27 ans et il se présente déjà comme un homme d'affaires. Il reçoit quand même une balle de 11,43 dans le dos. Mais à partir de ce moment-là, sa vie va changer. Parce que, et je pense qu'une des explications qui permet de comprendre pourquoi ça n'a jamais été jusqu'au bout, les enquêtes, c'est qu'à partir de 86, il va être protégé. C'est-à-dire qu'il va être tamponné par des flics, François Antonat d'abord, et François Casanova à peu près en même temps. Mais François Antonat, qui est le premier à l'avoir tamponné, à avoir fait de lui, alors appelons comment, indique, je ne sais pas quoi, moi, honorable correspondant, je ne sais pas très bien, mais François Antonat va le tirer, parce que François Antonat passe chez Elf à partir de 90, et à partir de 90, Jory va travailler beaucoup sur l'Afrique noire, beaucoup avec Elf, et il commence à gagner de l'argent, pas mal, probablement qu'il transporte des valises, on n'a jamais la preuve des valises. Hein. Il revient proche d'Alfred Sirven, il revient proche de Sassou, il vient proche de Bongo, etc. Et puis à partir de 1995, il va changer de statut. Il rentre dans l'entourage de Dominique de Villepin. Au point où il va devenir progressivement un homme véritablement dans la chirurgie, quelqu'un d'important, hein, qui rend des services. Lui, son métier, au fond, c'est rendre des services. Alexandre Jory est donc l'homme qui, en décembre 2003, rend ce grand service au président Chirac et à Dominique de Villepin. Déjouer le plan de son rival Takieddine et des Sarkoziens dans le contrat Mixa, en intervenant directement auprès des Saoudiens. Dominique de Villepin et Alexandre Jory doivent tout faire pour récupérer ce contrat, alors que Takieddine se bat dans l'ombre pour rattraper l'affaire. Or, que se passe-t-il le 26 décembre 2003 ? Voilà que réapparaît Imad Laoud. Il rédige une note pour le général Rondeau. Une note très détaillée, prétendant révéler les dessous du contrat Mixa. Cette note est une recomposition d'informations assez précises, mais difficile à vérifier. Elle prouve cependant une chose, que Laoud est alors l'un des rares Français au courant des dessous du contrat. Comment ? Mystère. Un seul de ses amis aurait pu l'informer, l'homme qui, aux renseignements généraux, est l'intime d'Alexandre Jory, le commandant Casanova. Sur la période fin 2003, début 2004, vous avez écrit une note sur un contrat en cours, qui est le contrat Mixa. Oui. Alors, oui, je me souviens de cette note. Je me souviens de cette... Alors, oui, je me souviens de cette note, oui. Pourquoi est-ce que Rondeau s'intéresse à l'affaire Mixa ? Alors, Mixa, parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, il est question de rétrocommission dans l'affaire Mixa. Mais à ce moment-là, Rondeau me demande de faire une note sur l'affaire Mixa. Donc, je vois très bien où vous voulez en venir. Vous voulez en venir sur est-ce que il n'y avait pas encore le nom de Sarkozy qui traînait peut-être quelque part à ce moment-là, c'est ça ? Pas forcément, oui. Moi, je n'entends pas parler de Sarkozy à ce moment-là. Tout ceci se passe au moment où, rappelez-vous, Jean-Louis Gergorin ne pense qu'à une chose,
le prétendu complot contre Lagardère et l'affaire des frégates de Taïwan. Cette obsession, on l'a vu, le conduit au Quai d'Orsay, où il s'ouvre le 1er janvier à Dominique de Villepin. Rendez-vous qui a provoqué la fameuse réunion secrète du 9 janvier entre Villepin, Rondeau et Gergorin, celle qui signe l'entrée du sommet du pouvoir exécutif dans l'affaire Clearstream, celle où pour la première fois, le nom de Nicolas Sarkozy est officiellement prononcé. Or, que trouve-t-on dans le compte-rendu de cette réunion rédigé par le général Rondeau? Mieux qu'une référence au contrat Mixa, le nom d'Alexandre Djouri, que prononce Dominique de Villepin, inquiet de savoir si son ami figure sur les listings. Ce lien entre l'affaire Clearstream et le contrat Mixa, il est fait à travers le compte-rendu de la réunion du 9 janvier entre Dominique de Villepin, Jean-Louis Gergorin et le général Philippe Rondeau. Effectivement, le lien entre l'affaire Clearstream et l'affaire Mixa, qui pour moi est absolument essentiel, se fait le 9 janvier par la bouche même d'un des principaux acteurs, qui est Dominique de Villepin. Et il le fait donc par le nom de Mixa, mais il n'est fait pas seulement par ça, il est fait par le nom de Djouri, qui est son champion dans justement l'affaire Mixa. À partir de cette réunion du 9 janvier, on peut voir comment les deux affaires sont liées. Mais il y a une autre façon, c'est que Casanova, donc très proche de Djouri, va présenter Imad Laoud à Alexandre Djouri, et c'est le déjeuner du Ritz. C'est François Casanova qui m'a présenté Alexandre Djouri. Pourquoi est-ce qu'il vous présente Alexandre Et pourquoi Djouri pas? Et pourquoi pas? Peut-être que ce monsieur pouvait me confier un contrat de conseil. Après tout. Moi aussi, j'y suis allé peut-être en me disant, tiens, c'est bien de le connaître. Toujours est-il, j'ai déjeuné avec eux au Ritz. Voilà. Est-ce que vous savez à ce moment-là qui est Alexandre Djouri? Non. Je ne savais pas encore très bien qui c'était. Mais enfin bon, vous savez, un petit coup sur Google et googliser la personne et voilà, on sait beaucoup de choses après. Il n'y avait rien en ce temps-là sur Internet concernant Alexandre Djouri. Imad Laoud savait bien sûr la place qu'occupait Djouri dans la zone grise de la République. François Casanova, l'ami de Djouri, était le mieux placé pour le lui apprendre. Ce déjeuner qu'Alexandre Djouri dément se situe entre mars et juin 2004, au moment même où Jean-Louis Gergorin devient le Corbeau, où le juge Van Ruymbeck lance ses perquisitions, et où Laoud affirme à Gergorin que des comptes auraient été fermés en urgence chez Clearstream, dont ceux attribués à Nicolas Sarkozy, déclenchant ainsi l'un des plus grands scandales de la Ve République. Et vous parlez de quoi pendant le déjeuner? On m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que vous êtes dit? Vous savez, on ne dit pas toujours des choses intelligentes pendant ces déjeuners ou ces dîners, quoi. Il y a peut-être une idée à faire passer, ou une chose, un renseignement que la personne vient chercher, et c'est tout. Et le reste, c'est du vent, enfin, on meuble, quoi. Voilà. Peut-être que vous, en m'interviewant, vous cherchez juste une chose. Et tout le reste, c'est me faire converger ou diverger. Peut-être que vous aussi, en ayant accepté qu'on vienne faire l'interview, alors qu'on a quand même eu plusieurs interviews qui ne se sont pas faites et tout, est aussi en quête de quelque chose. C'est aussi une question qui se pose. Peut-être que j'essaye de faire passer une idée, sans doute, inconsciemment ou consciemment, mais à un moment donné, on peut pas dire « Ah, est-ce que vous vous souvenez de tout ce que vous vous êtes dit avec cette personne ?» Le dossier Mixa livrera peut-être un jour ses secrets. Le contrat, lui, aura échappé à la France. À l'été 2004, l'affaire des faux listings Clearstream, elle, sort du secret. L'instruction du juge Van Ruymbeck fuite très vite. Les lettres du Corbeau commencent à circuler dans tout Paris.
Clearstream, société basée au Luxembourg et spécialisée... Cette société luxembourgeoise est soupçonnée de malversation financière. Le juge reçoit sur son bureau une lettre anonyme, puis un listing de comptes supposés secrets. Les commissions rogatoires internationales du juge Van Ruymbeck reviennent progressivement à Paris. Les conclusions sont toutes les mêmes. Les listings ont été falsifiés. Je peux vous dire que je suis très en colère. Alors, c'est-à-dire, quand on vous entend jamais en colère, c'est rare ici. Ah, c'est rare, mais j'ai été manipulé de A jusqu'à Z dans cette affaire. On m'a laissé aller dans le mur, et heureusement que je ne me suis pas laissé piéger et que j'ai rétabli la réalité des choses. Pour le juge, les conséquences de cette imposture sont dramatiques. Le voilà inquiété par le Conseil supérieur de la magistrature. Pire encore, il verra toute son instruction sur les frégates de Taïwan s'écrouler. Avec amertume, il rédigera une ordonnance de non-lieu. C'est un naufrage retentissant. 12 ans d'enquête sur l'affaire des frégates de Taïwan, pour rien. Entre-temps, un très grand nombre des personnalités dont les noms ont été ajoutés dans les listings se portent partie civile. Parmi eux, Nicolas Sarkozy. J'irai jusqu'au bout de l'exigence de vérité, car on ne doit plus jamais connaître des scandales de cette nature dans la République française. Au pôle financier, les juges Duy et Ponce, chargés d'instruire sur le corbeau et la dénonciation calomnieuse, passeront 4 années à enquêter, à perquisitionner, au cœur du pouvoir exécutif. À eux de dire s'il faut condamner ou relaxer Dominique de Villepin. À eux de dire s'il faut reconnaître ou non à Nicolas Sarkozy son statut de victime. Jamais, en tout cas dans la Ve République, une décision judiciaire n'aura pesé autant dans la vie politique. Ils mettent en examen Denis Robert et l'auditeur d'Arthur Andersen, Florian Bourges, Jean-Louis Gergorin et Imad Laoud. 3e perquisition. 4e. 2 fois à mon bureau, 2 fois à mon domicile. Avec, en invité vedette, Dominique de Villepin. Alors comment ça s'est passé, monsieur de Villepin? J'ai été victime pendant de longs mois de calomnies et de mensonges. Ah, oula. Là-bas, résumé brutal, escalier tribunal d'abord. Là, c'est sécurisé. Oui. Denis Robert, l'habitué des tribunaux, est relaxé. On me dit, vous êtes le type qui a... C'est à cause de vos livres que tout ça... Mais moi, je suis pas responsable, quoi. Je veux dire, le type qui invente l'amour, il n'est pas responsable du crime passionnel, vous voyez? Florian Bourges est condamné à 4 mois avec sursis pour avoir transmis des documents bancaires de la société Clearstream. La vengeance de Nicolas Sarkozy n'aboutira pas. Le procès en correctionnel comme en appel innocente l'ancien Premier ministre. Après 6 années d'un acharnement sans précédent, après 6 années d'épreuves pour ma famille, la justice a reconnu pour la 2e fois mon innocence. Jean-Louis Gergorin, qui était en première instance considéré comme le cerveau de l'imposture, est condamné en appel à 3 ans de prison, dont 6 mois fermes, pour usage de faux et complicité de dénonciation calomnieuse concernant les envois au juge Van Ruymbeck, condamné pour avoir été le corbeau. Imad Laoud, lui, est à ce jour le grand coupable de l'affaire, condamné pour avoir confectionné les faux, ce qu'il n'aura jamais cessé de démentir. J'ai accumulé les moments où j'aurais pu arrêter. Et je vais vous dire une chose, c'est un peu comme le drogué qui... j'ai jamais pris de stupéfiants, mais c'est un peu comme le drogué qui, quand il rentre, plus il se drogue, moins il peut arrêter. Plus il se drogue, moins il peut arrêter. Et moi, en fait, plus j'avançais, plus mon ascension, entre guillemets, professionnelle, avait une pente positive. Vous voyez, en maths, la pente, c'est le taux d'accroissement de la fonction, donc ça montait. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. À chaque fois que je me suis posé la question, est-ce que j'arrête? Je regardais en me disant, la chute va être brutale. Et donc, voilà, j'essayais d'attraper une autre branche. Et une autre branche, et puis voilà, la fin, on la connaît.
les affaires d'État finissent toujours de la même façon. Des vies brisées, des vérités judiciaires et d'autres médiatiques, des vérités humaines et d'autres politiques. Et finalement, des secrets qui restent trop bien gardés. Cette histoire nous a conduits dans un monde où nous ne sommes jamais invités. Un monde au croisement du politique, du complexe militaro-industriel et des services de renseignement. On en retient une chose. Depuis maintenant 25 ans, le système des commissions et des rétrocommissions gangrène la République et salit les hommes. Une zone grise s'est installée au cœur des institutions. Elle se cache dans les coulisses du pouvoir exécutif.